Il y a une matière première que tout le monde ignore en ce moment. Et pourtant, sans elle, l'intelligence artificielle s'arrête. Les voitures électriques ne roulent plus. Les panneaux solaires ne produisent plus rien. Les éoliennes s'immobilisent. Cette matière première, c'est le cuivre. Et la vérité inconfortable que les médias financiers et grand public ne vous disent pas, c'est que le monde est en train de manquer de cuivre, en ce moment même. Pendant que tout le monde se bat pour acheter des actions Nvidia, pendant que la communauté de cartes des marchés analyse les grandes tendances de l'IA, il y a une crise silencieuse qui se prépare dans les entrailles de la Terre. Une crise qui va remodeler les marchés des matières premières pour les 10 prochaines années, et les investisseurs qui comprennent ce qui se passe aujourd'hui vont se positionner sur des opportunités que la majorité des gens ne verront que dans 3 ou 4 ans, quand il sera trop tard pour entrer au bon prix. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais vous expliquer exactement pourquoi le cuivre, c'est le goulot d'étranglement invisible de toute la révolution technologique et verte. Je vais vous montrer les données macro qui confirment ce déséquilibre massif entre l'offre et la demande. Et je vais vous présenter les 3 entreprises minières qui, selon mon analyse, sont les mieux positionnées pour capturer cette opportunité générale. La 5e idée que je partage en fin de vidéo, c'est celle que presque personne dans la communauté retail n'a encore identifiée. Alors ne quittez pas l'écran. Commençons par le contexte macro. Nous vivons une convergence historique de 3 méga-tendances simultanées. La première, c'est l'essor de l'intelligence artificielle, les centres de données qui font tourner ChatGPT, Gemini, Claude et tous les modèles d'IA consomment des quantités astronomiques d'électricité. Et pour transporter cette électricité, il faut du cuivre, des kilomètres et des kilomètres de câblage en cuivre à haute performance. La deuxième méga-tendance, c'est l'électrification du transport. Chaque véhicule électrique contient environ 4 fois plus de cuivre qu'un véhicule thermique classique. 4 fois plus. Une voiture essence utilise environ 25 kg de cuivre. Une voiture électrique en consomme entre 80 et 100 kg. Multipliez ça par les centaines de millions de véhicules électriques prévus sur les routes mondiales d'ici 2035, et vous commencez à comprendre l'ampleur du problème. La troisième méga-tendance, c'est la transition énergétique. Les énergies renouvelables, solaires et éoliens, utilisent jusqu'à 5 fois plus de cuivre par mégawatt produit que les centrales à énergie fossile traditionnelles. Construire une infrastructure énergétique propre pour la planète entière nécessite une quantité de cuivre qui dépasse largement les capacités de production actuelles. Ces 3 tendances ne se succèdent pas, elles arrivent en même temps. Et c'est là que la situation devient vraiment critique. Parlons maintenant du côté offre, parce que c'est là que se trouve le vrai problème structurel. Ouvrir une nouvelle mine de cuivre prend entre 10 et 15 ans. Pas 2 ans, pas 5 ans, entre 10 et 15 ans minimum. Avant de trouver un gisement, d'obtenir les permis environnementaux, de construire l'infrastructure, de mettre en place l'exploitation industrielle et de commencer à produire du métal à l'échelle commerciale, il se passe plus d'1 décennie. Et voici ce que les données disent, clairement. Les grandes mines de cuivre existantes dans le monde vieillissent. La teneur en minerai, c'est-à-dire la concentration de cuivre dans la roche extraite, diminue. Il y a 50 ans, on pouvait exploiter des minerais à 3 ou 4% de teneur en cuivre. Aujourd'hui, la moyenne mondiale est descendue en dessous de 0,5%. Ça signifie qu'on doit déplacer beaucoup plus de roches pour produire la même quantité de métal. Les coûts augmentent. La production stagne. Selon les projections du cabinet Wood Mackenzie, le monde pourrait faire face à un déficit annuel de 10 millions de tonnes métriques de cuivre d'ici 2035. Pour mettre cela en perspective, la production mondiale actuelle tourne autour de 22 millions de tonnes par an. Cela signifie qu'il manquerait presque la moitié de la production mondiale nécessaire pour satisfaire la demande projetée. Goldman Sachs a été encore plus direct. Leur équipe a publié une note dans laquelle ils décrivent le cuivre comme le nouveau pétrole. Pas par effet de style, mais parce que la dépendance de l'économie moderne au cuivre dans un monde électrifié va ressembler structurellement à la dépendance au pétrole dans un monde motorisé à combustion. La communauté de cartes des marchés comprend ces dynamiques macro mieux que quiconque. Et c'est exactement pour ça que cette opportunité mérite toute votre attention. Maintenant, examinons les acteurs qui vont bénéficier de ce déséquilibre. Le premier nom à retenir, c'est Freeport-McMoRan, dont le ticker en bourse est FCX. Freeport est tout simplement le plus grand producteur de cuivre coté en bourse au monde. La compagnie possède et exploite certaines des mines les plus importantes et les plus riches de la planète, notamment la mine de Grasberg en Indonésie, qui est l'une des plus grandes mines de cuivre et d'or au monde. Voici ce que les chiffres révèlent. Freeport produit environ 1,8 milliard de livres de cuivre par an. Leurs réserves prouvées et probables représentent des décennies de production future. Et point crucial,
La compagnie a une structure de coûts qui lui permet de rester largement profitable, même si le prix du cuivre reste stable. Mais le prix du cuivre ne va pas rester stable. Quand vous regardez la corrélation historique entre le cuivre et les cycles d'investissement dans les infrastructures mondiales, le schéma est extrêmement clair. Lors du grand supercycle des matières premières entre 2003 et 2011, le prix du cuivre a été multiplié par 6. FCX a vu son cours boursier multiplié bien au-delà de ça. Ce que j'analyse dans la situation actuelle, c'est que les conditions structurelles d'un nouveau supercycle sont en train de se mettre en place. Pas parce que les émergents, comme la Chine dans les années 2000, construisent des villes entières, mais parce que la décarbonation de l'économie mondiale est un projet de reconstruction industrielle d'une ampleur jamais vue dans l'histoire humaine. Et Freeport est au cœur de ça. Le deuxième nom, c'est Southern Copper Corporation, ticker SCCO. Southern Copper est une histoire de qualité exceptionnelle. C'est l'une des mines de cuivre les plus rentables au monde, avec des marges bénéficiaires qui font rêver n'importe quel analyste industriel. Voici pourquoi Southern Copper est différente des autres. La compagnie opère principalement au Mexique et au Pérou, deux pays qui ont des gisements de cuivre parmi les plus riches de la planète. La teneur en minerai de leurs mines est significativement supérieure à la moyenne mondiale, ce qui leur confère un avantage structurel de coût. Southern Copper verse des dividendes généreux et réguliers. Pour l'investisseur qui construit un portefeuille de long terme, la combinaison d'un actif réel qui prend de la valeur dans un environnement inflationniste, couplé à des flux de revenus réguliers, c'est une formule particulièrement puissante. Et il y a un autre angle que peu d'analystes mentionnent. Southern Copper est contrôlé par Grupo México, un conglomérat mexicain. Cette structure de contrôle familial apporte une discipline de capital et une vision long terme que vous ne retrouvez pas nécessairement dans les grandes multinationales, gérées par des comités de direction tournants. Les familles qui ont construit ces mines sur plusieurs générations pensent en décennies, pas en trimestres. C'est exactement le type de culture d'entreprise que l'on cherche quand on investit dans des actifs de longue durée. Le troisième nom que je veux développer, c'est Teck Resources, ticker Teck. Teck est un producteur minier canadien qui a fait un choix stratégique majeur ces dernières années. La compagnie a cédé une grande partie de ses actifs dans les mines de charbon sidérurgique pour se concentrer sur les métaux de transition énergétique, en premier lieu le cuivre. La transformation de Teck est une thèse d'investissement en elle-même. Leur projet phare, le projet QB2 au Chili, est l'une des nouvelles mines de cuivre les plus importantes à être entrées en production ces dernières années. Et je dis bien ces dernières années, parce que, je vous le rappelle, ouvrir une nouvelle mine prend une décennie. Teck l'a fait. Et le timing est potentiellement extraordinairement favorable. Le Chili détient les plus grandes réserves prouvées de cuivre au monde, environ 27% des réserves mondiales connues. Teck, à travers ses actifs chiliens, est directement exposé à cette richesse géologique. Ce que j'aime particulièrement dans Teck par rapport à ses pairs, c'est la valorisation relative. Parce qu'elle est en pleine transition de portefeuille d'actifs, parce qu'elle vient de réaliser des cessions importantes, et parce qu'elle n'est pas aussi bien connue des investisseurs retail que Freeport, Teck se négocie avec une décote par rapport à la valeur intrinsèque de ses actifs cuivre. C'est exactement le type de situation que recherche un investisseur intelligent. Payer moins pour avoir accès à la même exposition fondamentale. Maintenant, je veux vous parler d'un angle que presque personne dans l'univers des conseils financiers, YouTube, ne développe jamais correctement. Le lien entre la géopolitique, les chaînes d'approvisionnement et le cuivre. La majorité de la production mondiale de cuivre est concentrée dans un petit nombre de pays. Le Chili représente environ 27% de la production mondiale. Le Pérou en produit environ 10%. La République démocratique du Congo et la Zambie en Afrique centrale contribuent de manière croissante. Et en Asie, la Mongolie et l'Indonésie jouent des rôles critiques. Ce que cette carte géographique vous dit clairement, c'est que l'approvisionnement en cuivre est soumis à des risques politiques, sociaux et environnementaux significatifs. En 2023 et 2024, plusieurs mines majeures au Pérou et au Panama ont été fermées ou perturbées par des conflits sociaux. Les communautés locales, souvent mal compensées pour les impacts environnementaux de l'exploitation minière, ont bloqué l'accès aux sites. Des projets, représentant des centaines de milliers de tonnes de production potentielle, ont été retardés ou annulés. Ces perturbations d'offres surviennent précisément au moment où la demande accélère, et les gouvernements occidentaux ont commencé à réaliser le risque stratégique que cela représente. L'Union européenne a classé le cuivre comme une matière première critique. Les États-Unis tentent de diversifier leurs sources d'approvisionnement pour réduire leur dépendance aux chaînes d'approvisionnement qui passent par des pays géopolitiquement instables. Cette prise de conscience politique va se traduire en dollars d'investissement dans les années qui viennent. Et les compagnies qui possèdent des mines dans des juridictions stables et réglementées vont bénéficier d'une prime de stabilité.
Voilà l'angle que les grands fonds institutionnels ont commencé à intégrer dans leur modèle, et que la communauté retail n'a pas encore pleinement compris. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose d'important. Parce que vous allez regarder ces actions minières, vous allez voir des graphiques volatiles, des secteurs qui ont connu des phases de correction importantes, et une partie d'entre vous va hésiter. Et c'est exactement là que le piège de l'investisseur émotionnel se referme. Voici la vérité que j'ai apprise après des années à étudier les marchés. Les actifs qui offrent les meilleures opportunités de création de richesse à long terme sont presque toujours ceux qui passent par des périodes prolongées d'indifférence ou de pessimisme de la part du marché. L'or a stagné pendant 20 ans, entre 1980 et 2000. Personne n'en voulait. Puis il a multiplié par 7 en 10 ans. Le pétrole était à 10 $ le baril en 1998. Les analystes les plus sérieux parlaient de pétrole à 5 $. 5 ans plus tard, il était au-dessus de 50 $. Le cuivre lui-même a connu des cycles de 10 ans où le prix restait déprimé, suivis de super-cycles où les producteurs bien positionnés ont généré des retours extraordinaires. L'erreur que fait l'investisseur moyen, c'est de chercher à acheter ce qui a déjà monté. Parce que ça se voit dans les médias, parce que tout le monde en parle, parce que ça rassure, mais la richesse se construit en achetant ce qui va monter, pas ce qui a déjà monté. Et pour identifier ce qui va monter, vous avez besoin de comprendre les fondamentaux économiques profonds. La relation entre l'offre et la demande sur des horizons de 10 à 15 ans, les dynamiques géopolitiques, les contraintes physiques de production, pas les manchettes du jour. C'est ça, la mentalité Smart Money. Et c'est exactement pour ça que Carte des marchés existe. Avant de conclure, je veux vous laisser avec une réflexion sur le temps. La plupart des gens qui regardent des vidéos financières pensent en semaines ou en mois. Ils veulent savoir si une action va monter dans les prochaines 6 semaines. Et cette façon de penser les condamne à des résultats médiocres. Les grandes fortunes dans l'investissement se construisent sur des décennies. Warren Buffett n'est pas devenu l'un des hommes les plus riches du monde en cherchant des trades rapides. Il a identifié des entreprises avec des avantages concurrentiels durables, des actifs réels de qualité, et il a laissé les intérêts composés faire leur travail sur des horizons de 20, 30, 40 ans. Le cuivre et les entreprises qui le produisent ne vont pas vous rendre riche du jour au lendemain. Mais si vous intégrez cette thèse dans votre réflexion, si vous construisez une position raisonnée et diversifiée dans les producteurs de cuivre de qualité, et si vous avez la discipline de tenir cette position à travers les inévitables phases de volatilité, vous aurez construit un actif qui va travailler pour vous pendant que vous dormez. C'est ça, le vrai luxe financier. Ce n'est pas le gain rapide, c'est la sécurité durable, et c'est l'héritage que vous pouvez laisser à votre famille. Parce que les actifs réels, les mines bien gérées, les réserves naturelles que le monde entier va avoir besoin pendant des décennies, ce sont des choses que vous pouvez transmettre. Ce sont des choses qui ont de la valeur intrinsèque, pas des spéculations. Je veux vous poser une question avant de terminer, et je lis vraiment tous vos commentaires sur Carte des marchés. Voici ma question. Selon vous, quel secteur va souffrir le plus si la crise d'approvisionnement en cuivre devient réalité dans les prochaines années ? Est-ce que c'est l'industrie automobile qui va devoir ralentir sa transition vers l'électrique ? Est-ce que c'est l'industrie technologique qui va voir ses coûts d'infrastructure exploser ? Ou est-ce que c'est le secteur des énergies renouvelables qui va devoir revoir ses ambitions à la baisse ? Répondez dans les commentaires. C'est une conversation qui mérite d'avoir lieu. Si cette analyse vous a apporté de la valeur, si c'est le type de contenu qui vous aide à prendre de meilleures décisions financières, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous à Carte des marchés et activez la cloche. Parce que les semaines qui viennent vont être déterminantes pour ce secteur et vous ne voulez pas manquer la suite. Restez discipliné, restez patient et à très bientôt sur Carte des marchés.